Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Comment vit-on en Israël en état de guerre pendant un temps aussi long? Comment gérer ce traumatisme du passé et aussi l'inquiétude sur un avenir très incertain encore? Comment ces événements s'impriment sur les consciences? Quelles traces finalement vont-ils laisser durablement sur les personnes? Bref, quel est l'état psychique du pays? Ce sont à ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui et pour cela on est en compagnie de la psychanalyste israélienne Rachel Israël. Bonjour madame. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Alors on va revenir sur le traumatisme de ce collectif du 7 octobre, mais un mot d'abord peut-être de la situation aujourd'hui. Les Israéliens viennent de célébrer donc les fêtes de Pessah. La guerre à Gaza se prolonge. L'incertitude demeure d'ailleurs pour la suite des événements. Comment est-ce que vous décririez l'état d'esprit, l'état mental, on va dire, aujourd'hui des Israéliens? Eh bien, je le décrirais comme un tout petit peu schizophrénique. C'est-à-dire que d'un côté, nous sommes des juifs, c'est-à-dire que pendant de très très longues générations, nous avons appris à célébrer les fêtes malgré les soucis, malgré les inquiétudes, malgré quelquefois les deuils, parce que ce n'est pas le premier pogrom qui nous est tombé dessus dans l'histoire. Et en même temps, il est très très difficile, puisqu'on est encore pris dans ce flux présent, il est très très difficile d'oublier que beaucoup de familles ont fêté Pessah, encore le fêter ce soir, avec un fils qui est tombé à l'armée, ou une fille, il y a eu quelques femmes, les familles des otages, qui bien entendu sont absolument effondrées, déchirées, douloureuses. Et donc c'est extrêmement difficile d'affronter deux états d'esprit, deux états d'humeur antagonistes. Et pourtant, je crois que la majorité de la population n'a pas voulu renoncer à la fête et n'a pas voulu non plus renoncer à mettre de côté, à oublier, même temporairement, toutes ces douleurs, car nous sommes dans un état douloureux. Tout Alors, le pays est dans un état douloureux. Alors, ça ne veut pas dire dépression, hein, pas du tout. Les gens ne sont pas dépressifs, la population n'est pas dépressive, mais nous sommes dans un état de personnes qui a mal partout. il y a eu ce traumatisme du 7 octobre. Bon, là, les choses s'éloignent un peu par la force des choses, mais il y a cette permanence des images des otages alimentées par des vidéos que le Hamas produit, des absences qui sont donc très présentes finalement, quelque chose qui est à vif, qui ne se Tout à fait. cicatrise pas, qui ne peut pas se cicatriser. Tout à fait. D'autant plus, si vous voulez, que vous avez raison, ça s'éloigne un petit peu dans le temps, mais c'est le temps aussi qui a permis de découvrir l'ampleur du désastre, l'ampleur du massacre. C'est-à-dire en 6 mois, on a eu le temps de savoir presque exactement combien de personnes ont péri, comment elles ont péri. Tous les soirs à la télévision, il y a un témoignage ou deux témoignages. Il y a des documentaires plus ou moins longs qui sont projetés. Si vous voulez, on découvre la profondeur humaine de la détresse des victimes. Et il y a des témoignages de personnes qui étaient cachées, par exemple, et qui décrivent ce qu'ils ont vu, qui certifient avoir vu massacrer d'autres personnes. Donc on les entend, on les écoute, on enregistre, les statistiques travaillent tout ça. Il y a eu le formidable travail de l'organisation qui s'appelle Zaka, qui est une organisation religieuse qui est chargée de traiter les cadavres, ce qui est terrible, et qui a fait un travail absolument incroyable, inimaginable, et qui maintenant, si je puis dire, accuse le coup de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que, comme il disait, il serrait les dents, il pensait à la pratique de ce qu'il faisait, à comment on doit traiter les corps, à comment on doit les identifier, à comment on doit les enregistrer, etc. Mais maintenant, ils accusent le coup de tout ça. Ils sont en quelque sorte écrasés par ce qu'ils ont vu et par ce qu'ils ont métabolisé psychiquement. Justement, qu'est-ce qui ressort de tous ces témoignages surtout? C'est
c'est le côté absolument extrême, on va dire, de l'inhumanité. Horrible, l'horreur, l'horreur. C'est-à-dire que c'est ce à quoi je pensais tout à l'heure, le traumatisme, parce qu'on dit toute la population va être traumatisée. Toute la population a traversé un traumatisme, mais il faut se souvenir que d'abord il y a différents traumatismes. C'est pas pareil d'être otage pendant 300 jours et de lire l'histoire de l'otage, c'est pas la même chose. C'est pas pareil de lire ce qui s'est passé et d'avoir assisté caché dans un buisson à la mise à mort de personnes, etc., etc. Donc il va y avoir différents degrés du traumatisme. Et puis tout le monde n'est pas traumatisé de la même façon. Il y a des psychismes plus assurés, plus solides que d'autres. Et il y a des gens plus fragiles émotionnellement. Mais en gros, ce qu'on appelle le traumatisme dans tous les cas, c'est en quelque sorte une reviviscence de l'état de fragilité et de détresse du petit bébé, du nourrisson. Nous naissons tous impuissants. S'il n'y a pas des grandes personnes autour de nous bienveillantes, le bébé se sent dans un monde chaotique qui n'a pas de sens. Il entend des bruits, il ne sait pas si c'est parce qu'il a faim que ça vient de l'intérieur ou si ça vient de l'extérieur, etc. Et tout ça, ce sont les grandes personnes qui l'aiment, qui l'entourent, qui vont lui permettre d'identifier c'est intérieur, c'est extérieur, on va s'occuper de toi, etc. Et les traumatismes, quand ils arrivent, sont des événements qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que si on me dit qu'il va y avoir une très grosse tempête, ça va avoir un sens. Je vais préparer ma maison, je vais m'attendre à avoir des grandes vagues, etc. Bon, c'est pas agréable, mais ça a un sens. Mais il y a des choses qui n'ont pas de sens. Ces gens-là dormaient ou venaient de faire la fête toute liberté, et d'un seul coup, l'enfer leur débarque dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est très difficile à métaboliser parce que ça renvoie au chaos des premiers temps de la vie. Et il n'y a plus toujours ce personnage maternel qui vient et qui dit « ne pleure pas, ça va s'arranger ». Là, il n'y avait personne. Et ce qu'il y a de plus terrible encore, c'est qu'il n'y avait vraiment personne au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'alors que l'armée, dans l'inconscient collectif, si je puis dire, israélien, il y a toujours l'armée, qui est le père ou la mère qui va venir et qui va protéger. Là, il n'y avait personne. Ces gens ont appelé pendant des heures au téléphone à l'aide, il n'y avait personne. Donc, c'était la déréliction absolue. Et sur ces témoignages, encore une fois, pour terminer là-dessus, il y a aussi l'idée qu'ils ont une caractéristique, c'est une atteinte, enfin, on l'a beaucoup dit, hein, aux parties génitales, au corps même des personnes. Le pire, oui. Le pire qu'on puisse imaginer, le pire. Je peux vous dire qu'en tant que personne de ma profession, j'ai vu j'ai envie de dire certaines choses qu'on ne doit pas voir. Mais j'ai refusé après de regarder davantage. J'avais très bien compris. C'est insoutenable. C'est insoutenable. C'est pire que l'enfer de Dante. C'est insoutenable. Et ils ont fait ça, les monstres du Hamas, en se filmant et en jouissant d'un narcissisme diabolique. Alors tout ça a réveillé chez les Israéliens des pans entiers de l'histoire aussi, de l'histoire juive, d'avant la création de l'État, de toute l'histoire juive de l'exil. Comment ça se manifeste, ce retour aussi de l'histoire, de ce qui s'était produit dans l'histoire, qui avait peut-être été un peu effacé avec Israël et la situation moderne? La Shoah n'est pas très effacée en Israël. Hein. La Shoah est quelque chose qui est d'abord rappelé chaque année, au moins une fois, et puis ensuite à l'école, on en parle, et il y a les voyages, les fameux voyages à Auschwitz, il y a les visites à Yad Vashem, etc. Mais il y a aussi beaucoup de familles qui ont un lien direct avec une personne disparue dans la Shoah ou rescapée de la Shoah. Et quelquefois, même, ce sont des familles mixtes, c'est-à-dire
à part, je sais pas, la maman est irakienne, le papa est polonais, c'est d'origine. Donc la Shoah, elle est là. Et je me souviens de n'avoir rien dit à personne, mais je vous le dis à vous. Une fois, une jeune patiente d'une quinzaine d'années m'a dit, oh, c'est terrible, j'ai fait un rêve cette nuit, je suis sûre que ça a à voir avec ma grand-mère et la Shoah, etc. Elle m'a raconté son rêve, et c'était un rêve que j'avais moi-même fait quand je devais avoir son âge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ce vécu mémoriel, c'est-à-dire c'est de la mémoire, mais la mémoire, comme un film qu'on projette et qui nous fait trembler de nouveau, qui a été réveillé aussi maintenant, mais qui n'avait jamais vraiment disparu. Maintenant, il y a eu d'autres traumatismes. C'est à ça aussi à quoi je pensais en attendant notre conversation. Il y a eu d'autres traumatismes historiques ou transhistoriques, parce que, j'ai envie de dire, malheureusement, il n'y a pas que la Shoah. Il y a eu des pogroms, vous savez, hein, il y a eu des pogroms en Europe de l'Est, mais il y a même eu des pogroms comme à Kielce en 1946, en Pologne, après la Shoah. Il y a un pogrom à Kielce, les gens le voient. Il y a eu des pogroms en Irak, dans l'Irak de 1941, qui a collaboré avec le nazisme pendant un temps pas si court que ça. Il y a eu des pogroms anti-juifs. Il y a eu les expulsions des juifs des pays arabes. Pas eu toujours des assassinats, il y en a eu, mais c'est pas rien de quitter sa maison rapidement, jeté comme un... C'est même pas la guerre, on vous prend, on vous dit tu fais plus partie de l'humanité, allez hop. Il y a eu récemment, relativement récemment, l'histoire des Juifs d'Éthiopie, qui sont sortis d'Éthiopie, pas à 100%, il y en a qui sont partis en avion, etc., dans la troisième voyage, si je puis dire, mais les deux premières migrations d'Éthiopie, ils ont traversé le désert du Soudan, persécutés, poursuivis, affamés, isolés, vraiment presque comme le récit biblique de la sortie d'Égypte le présente. Et tout ça a été ravivé quand même d'une certaine façon Absolument. par ce 7 octobre. Absolument. Alors je peux vous dire aussi, je peux en témoigner, que pour mon Seder de Pessah, mais que ça a été évoqué. Les personnes ont évoqué les manquants, c'est-à-dire les otages, le massacre qui fait qu'on ne peut pas se réjouir vraiment. Et puis ensuite, chacun un petit peu évoqué tout ce que disaient les grands-parents. On dit qu'il y a une majorité d'Israéliens qui sont concernés aujourd'hui par des troubles psychologiques. Est-ce que c'est exact et de quelle nature? Comment vous pouvez mesurer le phénomène? Alors, d'abord, comme je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas réceptif de la même façon aux événements traumatiques. C'est-à-dire, on peut être traumatisé par quelque chose, c'est-à-dire dire j'arrive pas à dormir, j'y pense tout le temps, j'ai des crises de larmes, je sais pas pourquoi, je suis pas bien, je suis énervée. Bon. Et ça dure 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et ça disparaît. Bon, c'est assez normal. Si ça dure plus de 2 ou 3 mois, je conseille fortement de recourir à une thérapie. Encore une fois, je parle d'un traumatisme, c'est-à-dire ce que vous évoquez, le traumatisme collectif, c'est-à-dire dire qu'on a traversé ça. Je ne parle pas de celui qui a vu quelqu'un assassiner devant lui. Bon, lui, il a vraiment besoin d'aide. Donc, on va savoir dans les mois qui viennent quel degré d'état post-traumatique a une grande majorité dans la nation. Mais je suis un tout petit peu plus optimiste que certains journaux, que certains professionnels dans les interviews. Je pense qu'il va y avoir bon, c'est pas rien, hein, je pense qu'il va y avoir entre 20 et 25% de personnes qui auront besoin d'aide, mais pas les autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a malheureusement déjà traversé des périodes comme ça,
et qu'on les a surmontés. On a dit qu'il y avait un certain nombre de jeunes rescapés de la tuerie du festival Nova qui s'étaient suicidés. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Bon, les informations contradictoires hein, circulent sur le nombre, mais Ouais. vous avez des précisions? C'est un membre des familles des otages qui a dit ça. Elle a dit, je ne sais plus le chiffre, il y a 50 personnes 50 jeunes qui se sont suicidés depuis, etc. Et aussitôt après, l'Institution des statistiques nationales a démenti, n'a pas donné de chiffre, mais a dit non, non, ce chiffre-là n'est pas du tout confirmé. J'avoue que je n'ai pas entendu parler directement de personnes qui se seraient suicidées. J'ai entendu parler, par exemple, de personnes qui sont très touchées, par exemple, qui ne parlent presque plus depuis. C'est-à-dire, elles parlent, bonjour, ça va, t'as fait ton café, bon, mais elles n'échangent pas ce qu'elles ont dans la tête, elles n'arrivent pas à communiquer. Probablement pour ne pas toucher ce qu'elles ont mis un peu de côté pour pouvoir survivre. Le grand spécialiste du traumatisme, équivalent de Freud, disciple de Freud, ami de Freud, etc., c'était Sándor Ferenczi. Et il explique très bien comment, dans ces cas de traumatisme massif, le moi se retire à l'intérieur du psychisme et met en quelque sorte des sas pour qu'on puisse fonctionner à l'extérieur. Alors, quelquefois, on fonctionne à minimum, d'autres réussissent à donner un peu le change, mais il faut une espèce de protection pendant un certain temps. Par exemple, cette personne, elle a trouvé le silence, de ne pas partager. Ce n'est pas bien d'ailleurs. Après, il va falloir un petit peu la forcer à partager. Donc, je suppose qu'il y a plein de gens qui vivent comme ça, avec des solutions personnelles pour survivre hein, psychiquement. Moi, je pense beaucoup aux familles des otages et je pense que ce sont probablement celles qui sont plus en détresse. Alors malgré tout ça, les Israéliens demeurent divisés hein, sur beaucoup de sujets encore aujourd'hui. Il semble toutefois que l'armée, ce soit véritablement un point d'unité pour tous les citoyens, pour parler maintenant de choses peut-être plus positives, hein, que vous inspire cette nouvelle génération qui se bat en riposte donc sur les différents fronts depuis 7 mois maintenant pratiquement. Alors c'est eux, mes fameux Hébreux, qui sont revenus. C'est eux. Qu'est-ce que j'entends par là pas ce que Rav Ashkenazi Manitou, pour qui j'ai une grande admiration, entendait, mais presque le contraire. C'est-à-dire, une génération a émergé, elle était là, mais elle a émergé en se réidentifiant au personnage biblique. Et ce n'est pas, bon, il y a des gens religieux, mais ce n'est pas seulement de la religion. C'est vraiment une identification imaginaire qui permet une position presque de civilisation particulière. C'est-à-dire, on est courageux, on se défend, on est ensemble, on a une éthique, on met cette éthique héritée des ancêtres en pratique, ce qui n'empêche pas d'être moderne, des soldats modernes, des gens qui viennent de la vie moderne, de la high-tech, de tout ce que vous voulez. Et tout ça donne un nouveau type d'Israélien qui, paradoxalement, est sorti du diasporique. Il n'y a pas de réaction diasporique, c'est-à-dire il n'y a pas de réaction de peur. Il y a une réaction de « mon Dieu, c'est terrible que le monde réagisse comme ça, on espérait qu'il ne le ferait pas ». Mais nous, on est là, comme nos ancêtres les Hébreux étaient là. Et on va aller chercher dans les sources de l'énergie, de l'imagination. Mais le courage, on l'a et on ne va absolument pas s'asseoir et attendre qu'on discute. On va défendre nos foyers, notre terre, notre État. Il y en avait un qui résumait ça très bien en disant ne croyez pas, ne racontez pas qu'on a effacé toutes nos discussions politiques, etc. Quand on se retrouve ensemble, on reprend les débats, on reprend les discussions, etc. Mais sans aucune animosité. Nous débattons, nous discutons, et puis nous nous levons, nous sommes ensemble, nous sommes solidaires, nous sommes fraternels,
nous faisons ce qu'il y a à faire, et voilà. Et je pense que c'est ça qui est sorti. Et surtout, je vais vous dire quelque chose, excusez-moi, je vous empêche de parler, je vais vous dire quelque chose. Quand quelquefois, au début, j'avais des coups de blues, des coups de, un petit peu comme ça, de pessimisme, et qu'à ce moment-là, il y avait un reportage sur nos soldats à l'armée, de les voir, de voir leur sourire, leur solidité, alors que c'est des petits hommes, de voir leur solidité, de voir leur optimisme, de voir leur dynamisme, de voir leur énergie positive, je me disais, bon, ça va. Est-ce que ce cheminement-là est inconscient ou est-ce que c'est consciemment qu'on prend Ah non, cette c'est référence? conscient. Oui. Ah non, c'est conscient, c'est conscient. Je pense que c'était dans l'inconscient, mais justement, ça surgit et ça surgit comme source d'énergie, comme source de ce qu'on appelle aussi la sublimation en psychanalyse, c'est-à-dire que les pulsions sont mises au service de buts positifs, de buts optimistes et de buts actifs. Alors, heu, il y a l'hostilité aussi qui se manifeste, à l'extérieur du pays, pour le moins l'incompréhension, quasi générale, du monde extérieur par rapport à la riposte, que les Israéliens conduisent. Il y a notamment ces mouvements pro-palestiniens qui prennent de l'ampleur, hein, aux États-Unis, dans l'université, en France. On a beaucoup parlé de Sciences Po en France, à Paris. Comment vous expliquez que la jeunesse occidentale, supposée éduquée, prenne comme ça fait et cause pour les Palestiniens et comment réagissent les Israéliens à ce mouvement? Bon, alors on va commencer par la fin parce que la phrase sera plus courte, ils réagissent pas bien. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas une incompréhension, il y a une indignation. C'est ce que je ressens aussi, une indignation. On a le droit de penser différemment des Israéliens, mais on n'a pas le droit d'effacer en quelques jours les abominations du Hamas. On n'a pas le droit de mettre les femmes israéliennes violées, découpées, tout ce que vous voulez, dans les oubliettes de l'histoire. Et puis surtout, ce que nous remarquons aussi bien sur les campus américains qu'ailleurs, c'est une immense ignorance. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je crois que c'est une députée française qui savait même pas trop si c'était à l'est ou à l'ouest du Jourdain que se trouvait Israël. Bon, c'est une ignorance des faits. Alors, il y a un génocide. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide? Il pourrait m'expliquer. Quand ils chantent de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, ils envisagent un génocide parce qu'ils suppriment un peuple. Et alors ils retournent la situation comme toujours et ils nous en accusent, alors que je pense très honnêtement, c'est une phrase vraiment répétée, répétée, répétée comme un mantra. Je pense qu'il n'y a pas d'autre armée qui fasse autant d'efforts pour toucher le moins possible de civils, qui les préviennent à l'avance, qui reculent l'attaque, qui les laissent passer avec des haut-parleurs, leur indique allez par là, allez par là. Et Ah, évidemment, pourquoi ce n'est pas entendu ça? Pourquoi ce n'est pas vu? Pourquoi ce n'est pas intégré? Pourquoi c'est rejeté au contraire? En écoutez, dis c'est une longue histoire, c'est l'histoire de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme, en plusieurs phases. Hein. On s'aperçoit euh, sur certains thèmes qu'il y a même des reprises de la mythologie médiévale, hein, les Juifs qui empoisonnent, les Juifs qui affament, en ce moment ils affament les populations, alors que je vous assure qu'on ne les montre pas sur les réseaux occidentaux. Mais nous voyons des images en direct, les marchés à Gaza sont approvisionnés. Je ne dis pas que les gens font la fête tous les jours, mais je pense qu'ils ont fait un ramadan extrêmement correct. Bon. Alors, il y a donc les vieux mythes anti-juifs. Et puis, pour aller vite, il y a toute la propagande qui était la propagande soviétique du KGB qui a créé Arafat, qui a créé le mythe de la Palestine volée, etc. Il y a une ignorance absolument gigantesque de quand a été créé Israël, comment a été créé Israël,
qui a refusé le partage en deux États? Qui? C'est pas Israël, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. C'est-à-dire il y a tout cet échafaudage-là qui s'est fait sur des décennies et des décennies et qui a l'habitude de retourner les situations, c'est-à-dire d'accuser Israël de perpétrer les crimes qu'on souhaiterait perpétrer contre lui. C'est vraiment l'histoire du génocide. Génocide que les Juifs ont vraiment vécu dans leur chair, un des plus grandes histoires. Pas le seul, hein, hélas. Bon. Mais il est retourné d'une façon qui ne correspond pas du tout à ce que le mot signifie. Nous ne sommes pas en train de lancer la bombe atomique sur Gaza, heureusement, pour nous. Et de ne pas regarder même les films et les images. C'était la fameuse preuve par l'hôpital qui avait été presque supprimé avec 500 morts par un missile des Israéliens. En réalité, c'était un missile de Gaza qui était tombé sur l'hôpital. Et on ne sait pas encore aujourd'hui s'il y a vraiment eu 50 morts ou moins. Et le monde entier, en quelques heures, s'est enflammé. C'était une fake news. C'était une erreur d'interprétation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même le Hamas l'a dit. Et ça marche comme ça. Affamer Gaza, encore une fois, pourquoi les journalistes ne se promènent pas? À Gaza n'est pas affamé. Je ne dis pas qu'ils sont heureux, mais ils ne sont pas affamés. Alors, tout est comme ça. Je voudrais qu'on revienne pour terminer sur cette notion d'hébreu tout de même, qui n'est pas forcément simple à comprendre de l'extérieur en tout cas. Quelle différence il y a entre les Hébreux, les nouveaux Hébreux et les Juifs, j'allais dire de l'ancien temps? Eh bien, je pense que la différence va être visible aussi après la guerre. Parce que, encore une fois, les nouveaux Hébreux, ils se branchent, ils se relient dans l'imaginaire collectif. Tout peuple a une mythologie. Hein. On vit avec des mythologies de base pour y asseoir l'identité nationale, c'est normal. Ils ont renoué, ils ont intégré, ils ont renoué d'une façon revivifiée, personnalisée par chacun d'eux, avec la saga ou l'histoire, comme on veut le dire, de nos ancêtres, les personnages bibliques. Et ce, d'une façon d'autant plus naturelle que Gaza fait partie de l'histoire aussi biblique. Même quand le faux Messie, Shabbatai Tzvi, prend un porte-parole, non pas de la Maison Blanche, mais de ce qu'il a prêché, cet homme est passé à l'histoire sous le nom de Nathan de Gaza, c'est-à-dire qu'il y a eu une présence juive à Gaza pendant très longtemps. Donc on renoue d'une façon vivante avec nos ancêtres, les Hébreux, qui étaient des braves, mais qui étaient des braves humains, c'est-à-dire, c'était pas Charlemagne arrivant et tout le monde se prosternait devant eux. Ils ont lutté. Quelqu'un rappelait l'autre jour, avec raison, que dans l'histoire de Hanouka, les Maccabim, les héros qui arrivent à nettoyer le temple qui avait été souillé par des idoles et qui refont la patrie, si je puis dire, autour d'eux, ça a duré 100 ans. Ça a été une guerre de 100 ans avec des hauts et des bas. Et ça va changer quoi pour Israël et pour Israël vis-à-vis des nations? Alors, je pense qu'il va y avoir effectivement, je l'espère, je pense que je ne le verrai pas parce que ça va prendre son temps, mais je pense qu'il va y avoir un changement dans la matière politique du pays. C'est-à-dire que de nouveaux partis vont se créer avec ces personnes qui ont vécu en ce moment la guerre et toutes ces expériences et qui auront une vision des choses moins diasporique, c'est-à-dire qui voudront moins être des Occidentaux ordinaires. Et là, on a voulu être un peu des Occidentaux ordinaires. Et ça ne marche pas parce que nos voisins ne sont pas des Occidentaux ordinaires et ils ne nous acceptent pas non plus comme des Occidentaux ordinaires parce qu'ils n'acceptent pas non plus les Occidentaux tout court. Donc il y a eu un malentendu tragique, terrible.
Et je pense que c'est de renouer ainsi avec la terre, l'histoire, l'imaginaire ancestral va permettre de créer, je ne sais pas comment il va surgir, mais de créer une nouvelle vision de ce que doit faire la nation israélienne et d'enrichir la culture israélienne et la civilisation juive, qui est une vraie civilisation millénaire et qui a donné beaucoup de choses à la civilisation occidentale, dite judéo-chrétienne. Alors, une toute dernière question. Le Rav Ben Arouche, qu'on interrogeait récemment, parlait de... Qui? J'ai pas entendu. Le Rav Ben Arouche parlait d'un processus de délivrance, de l'avancée d'un processus de délivrance. Est-ce que cette tension, puisque vous parliez de Shabbat Haitzvi notamment, est-ce que cette tension vers une sortie par le haut, on va dire, de toutes ces difficultés est aujourd'hui palpable dans la société? Alors, la société, en ce moment, bon, on est en pleine guerre, hein. La société est encore très agitée parce que les tensions politiques d'avant continuent, on politisait un peu la lutte pour les otages, etc. Donc, à très court terme, je pense que même après la guerre, il va y avoir encore ces, entre guillemets, anciennes tensions, elles vont durer. Mais il va y avoir, ça je crois vraiment, justement, dans la population, toute la population, les gens intellectuels, mais aussi les, entre guillemets, simples gens dont je fais partie, hein, un renouveau du sens qu'il y a à être sur notre territoire, notre terre retrouvée, et à nous retremper en quelque sorte dans les valeurs transhistoriques, transgénérationnelles, au-delà des malheurs de la diaspora. J'espère que ce malheur que nous traversons est le dernier malheur diasporique et que nous allons en tirer les leçons. Dernier malheur diasporique. Voilà, on va terminer sur cet espoir. Merci beaucoup, Rachel Israël, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.